Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Globeseller, donc un webinaire d'un autre genre. On ne va pas parler que navigation, on va parler aujourd'hui du stress et comment bien réagir en cas d'imprévu en mer, mais pas que, et également comment bien gérer sa peur. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux invités de marque. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de ton Donc, invitation. pour parler du stress et de cette gestion, donc, on va avoir à nos côtés Paul Meillat Bonjour Olivier. et Christophe Grémillet des Forces spéciales de l'Orient. Bonjour Olivier, bonjour Donc, à tous. bonjour. D'abord, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Voilà, je suis très fier, très honoré de pouvoir vous accueillir pour parler de ça. Alors, dans un premier temps, je répète hein, pour ceux qui viennent de se connecter. Ce webinar est enregistré, donc vous aurez le replay que vous recevrez par email d'ici 48 heures. Donc pas de souci si vous ne pouvez pas assister à toute la conférence et n'hésitez pas à poser vos questions dans Q et R, le petit système de chat. On essaiera d'y répondre à la fin de la présentation. Ça va durer environ 1 heure. Alors, Marine, je veux bien que tu passes à la slide supplémentaire suivante. Voilà. Donc, rapidement, Globeseller, qui on est? Si vous ne nous connaissez pas, on est une agence de location de bateaux et de vente de croisières à la voile. Si vous souhaitez voilà, naviguer un peu partout dans le monde avec ou sans skipper, on peut vous proposer des vacances, des séjours clés en main sur des bateaux uniquement gérés par des loueurs professionnels. On est une équipe de 50 personnes basée entre Paris et Lorient. Et on organise depuis le Covid, en fait, des webinars pour parler de sujets de fond pour nos clients, mais pas que, sur des thèmes liés autour de la navigation, que ce soit sur la météo, des routages, des manœuvres de port, réglages de voile, etc. Et donc aujourd'hui, on s'est dit, on va faire un webinaire spécial sur la gestion du stress, gestion de la peur, comment est-ce qu'on fait lorsque quelque chose se passe en bateau et qu'on a peur pour bien la gérer et prendre les bonnes décisions. Et donc, pour ce faire, on accueille Paul Meillat. Donc, tu peux passer, Marine, sur la slide de Paul Meillat. Voilà. Donc, Paul, si tu veux, je te laisse te présenter. Ouais. Merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à tous. Donc bah oui, moi j'ai la chance d'être navigateur et d'avoir maintenant bon, pas mal d'expérience sur les courses et donc du coup pas mal de milles. Enfin, par exemple, je viens de mettre à l'eau, hein, enfin on a construit ce projet Biotherme depuis 3 ans avec la construction du bateau et en 2 ans et demi on a fait plus de 100 000 milles. Donc ça correspond à 3 tours du monde et demi en 2 ans et demi en termes de milles. Donc, du coup, voilà, j'ai déjà fait plus de 15 transatlantiques. Donc, forcément, j'ai une approche un peu différente de la mer et parfois, je peux trouver ça facile, ce qui est logique pour moi puisque c'est mon métier. Et donc, du coup, j'ai un rapport au stress aussi et à la peur qui peut être assez différent. Mais comme tout le monde, j'ai aussi vécu des situations particulière. Donc, on va pouvoir Dont échanger on va pas mal de parler. ça. On pourra aussi, bien sûr, s'il y a des gens qui ont des questions sur le Vendée Globe ou sur les courses ou sur le milieu de l'IMOCA, avec plaisir pour y répondre. C'est sûr que c'est mieux de rester un petit peu en lien avec le thème d'aujourd'hui. Ce sera plus simple. Et parallèlement à ce parcours sportif, j'ai imaginé un programme en fait à destination des enfants qui s'appelle l'Échappée bleue, qui permet aux enfants en fait qui n'ont pas la chance de partir en vacances partout en France et même maintenant en Europe de bénéficier de séances de voile, une dizaine de séances de voile. Et en fait, on se sert de la voile comme un moyen, comme une passion pour voilà, créer un engouement pour la protection de l'environnement, voilà, un rapport à l'eau surtout. Et dans le cadre de ce programme, en fait, Globeseller nous accompagne en fait en tant que mécène sur quelques opérations. Donc, je suis aussi un client lambda comme vous toutes et tous de Globeseller puisque ça m'est arrivé plusieurs fois de louer des bateaux pour les vacances. Donc aussi, on pourra échanger sur ce sujet-là parce que j'aime aussi beaucoup la croisière. Donc du coup, j'ai quand même pas mal navigué. Je suis aussi maintenant propriétaire d'un catamaran où j'ai fait pas mal de milles, donc je commence à avoir un petit peu d'expérience en croisière. Et donc ravi d'échanger aussi avec un expert qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui sur le domaine de la gestion du stress.
Merci. Donc, Christophe Grémillet, donc bienvenue. Ben, merci Et à je te toi. laisse donc te présenter Pegasus peut-être. Alors, j'ai rejoint Pegasus en 2017 après avoir passé un peu plus de 30 ans dans les commandos marines, hein, qui est une des entités je dirais, des forces spéciales de l'armée française. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Pegasus? On partage en toute humilité, hein, on ne fait pas de formation, on va dire, certifiante, on partage notre vision de la performance collective d'une équipe. Voilà, au travers de nos trois valeurs qui sont que un leader doit se construire sur ses propres fragilités, que nous n'avons de valeur que par les autres. Donc, j'en reviens à cette notion d'esprit d'équipage qu'on a dans les commandos et dans un équipage de voile. Et puis que l'expérience instruit plus que le conseil. Donc, les gens ne viennent pas chez nous pour suivre des séminaires devant des Hmm. PowerPoint. On vit des expériences essentiellement en mer ou à partir de la mer. Et après, on revient sur différentes thématiques qui est comment ils ont préparé leur mission, comprendre comment ils ont préparé leur projet, comment ils l'ont vécu en termes d'émotion, est-ce qu'il y a eu du stress, comment on a fait aussi pour gérer la fatigue sur le long terme, sur des formations un petit peu plus engageantes, et puis est-ce qu'il y avait éventuellement des problèmes de motivation ou d'amotivation sur l'ensemble du stage. Voilà. Et tu es préparateur mental. Alors, je suis plus spécifiquement praticien en technique d'optimisation du potentiel, D'accord. voilà, qui sont des stratégies mentales qui permettent, entre autres, oui, de gérer le stress, mais aussi également la fatigue, de gérer un petit peu son métabolisme sur en stress. On pourra peut-être en revenir avec plaisir avec Paul sur comment gérer sa fatigue sur 4, 6, 8 ou même beaucoup plus de semaines de course. Et puis sa motivation, parce que la motivation, ben, c'est un peu comme la météo, c'est très changeant. Ce qui nous motive le lundi ne nous motive pas toujours forcément le vendredi, etc., etc. Dans nos missions qui durent aussi plusieurs mois, ben, la motivation du fait que nos capacités ou physiques ou intellectuelles diminuent un petit peu avec le stress, ben, la motivation peut aussi diminuer. Ben, comment on entretient tout ça au travers de techniques très simples et utilisables en tout lieu, en toutes circonstances, même sur un bateau Hmm. avec beaucoup de vent, quoi. Très bien, bah, merci à tous les deux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais, Paul, juste te poser voilà, deux, trois questions forcément un peu sur le Vendée Globe. Si tu peux nous dire en quelques mots ton bilan de ce Vendée Globe, c'est arrivé donc cinquième du dernier Vendée Globe, c'est une super performance. Comment toi tu as ressenti cette performance et ton retour à terre? Ouais, alors déjà, pour moi, c'était hyper positif et surtout pour l'équipe, parce que comme j'ai dit un peu tout à l'heure en préambule, c'est un projet qu'on a construit sur 3 années avec la construction d'un bateau. Et en fait, je trouve que le parcours qui mène au Vendée Globe, euh, enfin, j'ai donné à ce parcours presque autant d'importance, si ce n'est plus d'importance que le Vendée Globe en soi, en fait. Et Hmm. on se rend compte que souvent, un événement majeur où c'est 80% quasiment de préparation avant le départ. Au départ, en fait, quasiment tout est joué. Ouais. Après, ça va dépendre de moi et de mes capacités. Et là, c'est intéressant parce que justement, on a des outils, je dirais ma capacité mentale à appréhender la chose. Mais l'entraînement, l'expérience, tout ce qui est technique, c'est fait avant, en fait. Et ce que j'ai adoré sur ce Vendée Globe, c'est que on a eu des embûches, on a eu beaucoup de Ah problèmes oui, il y a avant, eu on des a changé problèmes de les foils. foil. Ouais, ton bateau Euh, était prêt, mais pas complètement non plus. on s'est lancé dans cette course Hmm. autour du monde d'un équipage qui a été une réussite parce qu'on est allé au bout, mais c'était extrêmement difficile. Donc ça a engendré beaucoup de fatigue, euh, mais ça a engendré aussi une aventure collective humaine qui nous a donné de l'énergie. Et je trouve que c'est le plus beau résultat de ce Vendée Globe, c'est que Hmm. finalement, enfin, on sait pourquoi on a fait cinquième et tous les gens qui ont travaillé pour savent pourquoi on a fait cinquième. Et ça, c'est la plus belle des récompenses. Donc c'est ouais, vraiment un Vendée Globe très positif. En plus, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en mer. Euh, enfin, vraiment à mener ce bateau, à être au large. Mon premier, j'avais eu quelques phases où, enfin, j'avais fait il y a 8 ans en fait sur SMA, et j'avais eu quelques phases où c'était plus difficile. Alors que là, j'ai vraiment pas eu des moments faits de fatigue, etc. Mais à aucun moment je me suis dit qu'est-ce que je fais là, quoi, de Hmm. tout le Vendée Globe. Donc ça, c'était super. Et le retour à terre, c'est ouais, c'est particulier, hein. C'est sûr que c'est très très particulier. C'est plus l'état de décompression des 3 années de projet, plus que le Vendée Ok, Globe en soi, dont ouais. j'ai eu besoin de récupérer, en fait. Hmm. C'est d'un coup, tout s'arrête, tout se Hmm. relâche. Et j'ai eu besoin de passer beaucoup de temps avec ma famille, avec ma femme, mes enfants. Et c'était vraiment super, ça s'est hyper bien passé. Mais j'avais vraiment besoin de ce moment où je m'occupais plus trop de grand-chose. Et Hmm. ouais. Faire un sas de décompression entre Exactement. Ouais, et je l'ai vraiment ressenti. Mais je l'avais identifié avant, je savais que ça allait arriver. Et Et combien de temps il faut ce sas de décompression, tu dirais? bah là, on met le bateau à l'eau lundi. Donc, de toute façon,
de fait, enfin là, depuis en gros un mois, je me suis vraiment remis à fond dans le boulot. C'est-à-dire qu'avant, j'allais au bureau tous les jours. Je travaillais à part les vacances, mais là, depuis un mois, je sens que le rythme a changé. Oui. Et là, ouais, là, c'est la semaine prochaine, on va vraiment rentrer dans le vif du Mm. sujet. Est-ce que ça a été assez? Je dirais que non, mais bon, à un moment donné, c'est comme tout. Enfin, on se satisfait beaucoup aussi de changer de rythme, mais à un moment donné, il faut aussi se remettre en action. Donc, Mm. non, je suis assez content. Puis cette année, c'est de l'équipage. Donc, on va repartir sur une dynamique aussi qui est Voilà, différente. donc on en parlait avant de démarrer la conférence. Et donc rapidement sur les gens qui te connaissent ou qui veulent en savoir un petit peu plus sur tes projets à venir. Donc The Ocean Race Europe. Rapidement, tu peux nous Ouais, dévoiler les contours de la course? bah là, on met à l'eau. On va partir le 15 juin faire une petite course de préparation en Suède, qui est là un peu le Fastnet pour les gens qui connaissent le Fastnet en mer Baltique. Ça s'appelle la Gotland Runs. Et puis après, on va aller à rejoindre Kiel pour faire The Ocean Race Europe. Donc c'est la version européenne du Tour du Monde en équipage. Donc là, on sera pareil, 5 à bord, dont un médiaman. Donc des problématiques que Christophe connaît bien, puisque c'est pour moi beaucoup plus compliqué de naviguer sur un bateau où il y a 5 personnes que tout Ah oui, seul, ah bien oui, c'est sûr, vrai. puisque Il faut gérer l'humain. Eh faut oui. gérer l'humain. Donc c'est pas c'est plus difficile, mais c'est aussi plus agréable parce que bah, il y a du challenge, mais quand ça fonctionne, Oui, quand mais on est tu te dis pas, je vais pouvoir mieux dormir. Il y a des ah non, experts je sur dors moins des. bien. Ah oui. Ah ouais, Ah, tout est oui. bah ouais parce que je suis responsable, parce que ça implique D'accord. d'autres process. On pourra peut-être en parler, mais en tout cas, c'est un peu la phrase Into the Wild, mais un bonheur qui n'est pas partagé avec d'autres, il ne sert pas à grand-chose en fait. C'est-à-dire Hmm. que en fait, on se rend compte qu'il y a une satisfaction, même le Vendée Globe, finalement, mon bonheur, c'était de retrouver mes proches, mais surtout l'équipe qui avait contribué à tout le travail. En fait, un exploit individuel, il n'apporte pas énormément de Hmm. satisfaction. Ah ouais, c'est vrai. Donc c'est aussi un challenge génial de faire ça. Et donc, pour revenir à la course, on va avoir 6 étapes. Donc, on va partir de Kiel en Allemagne, on va à Portsmouth en Angleterre, on va à Porto, donc Portugal, Espagne, Carthagène, Nice en France, Gênes en Italie et l'arrivée à Boca Bay au Monténégro. Donc, c'est un beau voyage aussi. Hmm. Au-delà d'être une super compétition, c'est aussi un beau Et voyage. les équipiers, tu nous disais, peuvent changer. Il y a une règle, il y a des ordres. Enfin, il y a des. Tu peux en prendre autant que tu veux qui tournent ou il y a des Alors, normes il à faut équipier. c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 2 nationalités à bord Ok. en permanence. Donc, ça veut dire que comme bah, moi je suis français, il faut qu'il y ait un nom français à bord tout le temps. Il faut qu'il y ait aussi une femme à bord tout le temps. Et après, il n'y a pas d'autres règles. Donc, Ok. nous, il y a des moments, il y aura 2 internationaux. Voilà. Donc, Mais l'équipage, un équipier peut faire juste exactement. une étape. L'objectif, nous, c'était de changer le moins possible parce que Ok. c'est une course c'est difficile de gérer des changements d'équipage. Je l'avais vécu sur la course d'avant. Et comme là, c'est assez court, on pense qu'on peut tout faire et que ce sera plus facile. Mais voilà, c'est un peu la même gestion que dans le sport de haut niveau, hein, en top 14. Là, en ce moment, c'est les phases finales. Est-ce qu'on en repose quelqu'un ou est-ce qu'on continue à garder la dynamique Hmm. collective pour aller jusqu'au match au risque de se blesser? Enfin, c'est un peu pareil. Là, on a fait le choix de pas trop tourner, mais on va tourner un petit peu. Donc, on va avoir Benjamin Ferré, par exemple, sur la fin de la course qui va amener un peu de fraîcheur. Plutôt des anglo-saxons sur le début qui demandent plus de rigueur. Donc voilà, j'essaye de. Alors, il y a une annonce, on peut faire une petite annonce ou Ouais, pas? ouais, bien sûr. Bon. Donc, sur l'équipage. Alors, on avait déjà annoncé la co-skipper, c'est Amélie Grassi, qui avait déjà fait Ocean Race avec moi. Il y a Jackson Boutel qui est australien qui va faire le début. Benjamin Ferré qui va faire la fin, qui vient de faire le Vendée Globe avec le groupe Moenauer. Et on n'a pas annoncé encore, donc on l'annonce demain, je peux vous le dire. Si vous tweetez pas ou vous mettez pas ça sur les réseaux, il y a Sam Goodchild donc, qui vient de faire le Vendée Globe sur le même bateau que moi, qui rejoint l'équipe. Et Gauthier Lebec qui va faire le on-board reporter. Donc voilà, là l'équipe est au complet. Bon. Bah, merci pour cette actu. Le challenge. Et bravo pour ce Vendée Globe qui était Merci. fantastique. Alors, on va commencer donc avec voilà, sur la thématique du stress. Et quand on en parlait, on s'est dit, OK, première partie, c'est en fait un danger, souvent il vient pas par hasard. Et donc, il faut absolument savoir anticiper. Tu nous disais, un Vendée Globe, c'est 80% avant le départ. Voilà. Et donc, au final, est-ce que tu peux, avec tes expériences, Paul, de croisière aussi, nous dire comment est-ce qu'il faut bien anticiper quand on part en navigation ou quand on part en croisière, qu'est-ce qu'on a tendance à sous-estimer qui peut s'avérer du coup être un problème
lors d'une navigation d'une croisière? Bah, en fait, c'est la même chose que dans le sport de haut niveau, comme sur un Vendée Globe. Le maximum de choses qu'on va pouvoir anticiper et prévoir, ça va nous permettre de consacrer toute notre énergie et notre réflexion sur le hasard qui va arriver à la fin. Et le reste, Mm. il est déjà fait ou déjà acquis en termes d'expérience individuelle. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire un peu par automatisme. Donc ça, c'est l'expérience et la préparation. Et comme ça, on va vraiment réduire au maximum la part de hasard qui peut arriver. Le hasard, il arrivera toujours, mais si on le réduit au maximum, bah, on a plus de temps disponible et de capacité à le gérer, en fait. Et en fait, le problème, souvent, c'est quand il y a trop de hasard qui arrivent ensemble, c'est ce qu'on appelle les chaînes. Malheureusement, on dit toujours, quand il y a des choses qui arrivent, ça arrive souvent en escadrille, parce qu'en fait, bah, on n'a pas prévu un truc, puis bon, ça s'enchaîne, et c'est là que ça devient compliqué. Donc, prévoir au maximum les choses. Là, alors, je vais juste remettre l'ordre un peu, parce que je l'aurais fait un petit peu dans un ordre différent. 5 points qui peuvent être intéressants. Un, c'est quand on va partir en croisière ou quand on va partir en course. La première chose qu'on va faire, c'est plutôt savoir avec qui on part, les copains, la famille, etc. Et donc, là, l'idée, c'est pas de choisir des gens par rapport à ses compétences, mais plutôt d'adapter ce qu'on va faire par rapport aux gens qui viennent. Si les gens, ils aiment le soleil, il faut peut-être pas les envoyer au Groenland. Si les gens, ou s'ils sont frileux, ou si les gens n'ont pas beaucoup d'expérience en navigation, ou surtout ont peur quand il y a du vent, ou ont peur quand il y a de la mer, bah, on connaît des zones de croisière qui sont plus ou moins Adapté. faciles. Mm. Typiquement les Antilles. On sait qu'il y a du vent tout le temps, il y a des grains. Donc, entre les îles, il y a des passes avec de la houle. Donc, c'est des phénomènes qui sont quand même pas à négliger. Mm. Mm. Ça se fait très bien, mais les classiques d'aller faire les Grenadines, qui est pour moi un de mes meilleurs souvenirs de croisière, si on part de Martinique, ça implique qu'il y aura 2 passes à passer. Voilà, hein, entre Sainte-Lucie et donc c'est quand même de la navigation dans potentiellement 30 nœuds, 40 nœuds dans les grains, de la houle, etc. Pareil, les Cyclades en Grèce l'été, il y a du Meltem, donc on le sait. Donc c'est l'équipage en premier, on doit savoir à peu près ce qu'il est capable de faire et pas faire, et surtout dans quelle partie il va se faire plaisir. En fonction de ça, on va choisir un bateau et une zone de navigation. Euh, alors la zone de navigation, on vient d'en parler. Le bateau, bah, un catamaran, c'est pas un monocoque. Dans un port, quand il y a du vent. Enfin, plus un bateau va être gros et plus il va être catamaran, plus potentiellement il est quand même plus compliqué à Mm. manœuvrer. Donc plus on va avoir besoin d'aide ou si on est tout seul, etc. Vaut mieux prendre un bateau un peu moins grand, un bateau qu'on maîtrise bien. Le monocoque a l'avantage d'être quand même euh, un peu plus safe s'il y a du vent qui se lève, etc. Le catamaran va être beaucoup plus confortable au mouillage. Donc voilà, il faut vraiment bien choisir. Si on va dans un endroit, la Croatie l'été, il n'y a pas trop de vent, les gens aiment le soleil, etc. On peut prendre un kata parce que les gens, c'est cool. On est nombreux, on va se baigner, on va pas faire beaucoup de navigation, on va faire plutôt des petits trucs au moteur de temps en temps ou à la voile. Si on a des grosses navigations au large, etc., bah, on va essayer de prendre un bateau qui va peut-être un peu plus vite et qui est marin, quoi. Donc ça, Mm. c'est important aussi. Et surtout le prestataire. Moi, j'ai eu la chance de louer des bateaux. J'ai eu aussi beaucoup d'amis et de connaissances qui ont loué des bateaux. Louer à un professionnel, c'est quand même hyper important, quoi, parce que la première chose quand on fait une croisière, c'est qu'il faut que ça, c'est comme un Vendée Globe. Moi, le bateau, pourquoi j'ai réussi à faire un bon Vendée Globe? Parce que j'ai eu une super équipe technique qui me l'a bien préparé. Et sur une croisière, si le guindeau il marche pas, que le moteur il marche pas, que les voiles elles se déchirent, en fait, tout ça, c'est des sources d'avaries qui vont Mm. entraîner une situation de stress et potentiellement des accidents. Donc, être avec un loueur renommé, avec un bon brief, de bien prendre son temps, de faire le briefing, ça peut paraître, au début, quand j'étais jeune, je me dis, oh non, c'est bon, moi, je navigue tous les jours, j'ai pas besoin de faire de briefing, machin, les trucs. Et en fait, non, c'est pas vrai, un briefing, c'est ce qu'il y Mm. a de plus important. Donc ça, c'est vraiment des On le choses qu'il répète, faut. et vraiment inventaire Et j'ai pas et été prise en main du bateau. J'ai rien briefé dit, hein, par j'ai rien Glatzello dit, hein. pour ça, mais voilà, louer le bateau par des intermédiaires de machin, enfin, c'est bien, mais Ça se passe souvent ça parfois très marche. bien, ça se Mais passe c'est parfois très très bien, risqué. En fait, je veux mais on dire, ne c'est sait que c'est pas, c'est pas risqué. sur Voilà. combien de temps. Donc, d'avoir quelqu'un qui peut répondre au téléphone s'il y a un problème, etc., c'est quand même hyper important. Mm. Euh, donc ça, c'est voilà les 3 premiers points, équipage, itinéraire, choix du bateau. La météo, alors juste un petit aparté, la météo et le climat, c'est un petit peu la tactique et la stratégie. La différence, c'est que le climat, c'est en gros, bah, aux Grenadines, il y a des alizés. Donc aux Antilles, il y a des alizés. En Grèce, il y a du Meltem l'été. Ça, c'est le climat, en fait. Sauf qu'on peut aller très bien en été, 15 jours en Grèce et pas avoir de Meltem, 0 nœud de vent, c'est l'eau turquoise, le paradis, etc. Ça, c'est la météo.
Et donc, du coup, c'est important de connaître la climatologie d'une zone, mais savoir qu'il peut y avoir des imprévus quand même. Donc, il y a des zones qui sont réputées pour être plus faciles que d'autres, mais on doit quand même tout prévoir. Moi, je sais qu'en croisière, avant de me coucher, même s'il fait beau, bah, je range. Je laisse pas traîner des trucs dans l'eau, je range le pont, parce que s'il y a un orage la nuit, enfin, c'est des petits trucs, mais c'est un peu galère, mais il faut être très rigoureux en bateau, quoi. Il faut avoir des process. Alors là, je me rapproche un peu de Christophe, parce que Non, mais pourquoi à l'armée, il y a des process? Parce qu'en fait, mettre des process en place, même si c'est un peu le casse-couille du bord, c'est ça qui permet d'éviter le maximum d'erreurs, en fait. Et du coup, il faut mettre quand même quelques process. Alors, on peut prendre l'apéro, mais par exemple, s'il y a des orages, que le mouillage n'est pas sûr, et la nuit, bah, le skipper, peut-être qu'il va y aller un peu plus mollo sur l'apéro ce soir-là, quoi. Il y a vraiment des petits trucs, il faut faire un peu attention, et ça permet de passer des bonnes vacances. Et donc, la météo, même s'il fait beau, bah, on la check, parce que typiquement, l'orage qu'il y a eu en Corse il y a 2 ans, je pense que tout le monde est au courant, des formes d'Arcus, etc. 3 jours avant, la météo, elle avait prévu le truc. Sauf que la météo de l'iPhone, pas forcément. C'est-à-dire qu'il faut aller sur des sites météo. Mais Donc, sur demander. sur À Rome Rome, l'avait bien ça se prévu, voyait. et c'était vraiment. Là, il faut savoir le lire. Mais donc, c'est Hmm. pour ça que quand vous allez dans une zone, checker avec les prestataires, les loueurs souvent, parce que eux, ils savent quel site est bon, quelle information météo est bonne localement à tel endroit. Et Hmm. c'est hyper important. Et tous les jours, on regarde. En fait, c'est Hmm. tellement simple aujourd'hui. En fait, avec les téléphones, on a accès à des sites. Donc, il ne faut pas aller sur la météo de l'iPhone, juste taper la ville et avoir le nom. Il faut aller sur un site. Le Il y en site a plein, local, les sites Météo locaux Ciel, existent. etc. Voir quelques modèles. Et là, si vous connaissez un peu la météo, mais c'est un autre sujet, mais il y a les modèles globaux qui sont GFS, COP, etc. Donc ça, c'est bien, mais il faut aller regarder des petits modèles qui peuvent être le modèle de PredictWind, les modèles WindGuru. Ils ont des petits modèles aussi qui sont précis sur les zones. Et là, ça permet de voir les orages, les risques d'orage, etc. Hmm. Ça, c'est important. Ok. Et dernier truc, il faut faire très attention aux stratégies à bord, parce que le skipper, il doit être là pour faire plaisir à tout le monde. Mais à un moment donné, la sécurité, ça doit être au-dessus de ça. Donc là, je veux pas gâcher le truc. Il faut pas non plus le. Mais des fois, on se rend compte que souvent un accident arrive parce qu'en fait, on a voulu faire plaisir à quelqu'un en allant à un endroit et qu'on ne le sentait pas. Mais en fait, voilà, les gens ont trop insisté. Ils veulent aller, ils ont réservé un resto à tel endroit et en fait, le vent va se lever. Ou le mouillage, on veut faire ce mouillage-là parce qu'il était joli et qu'il y a un copain qui a dit que c'était super. Mais en fait, il n'est pas abrité du Hmm. vent. Donc, il faut quand même bien expliquer aux gens que bah, la mer, c'est quand même la mer qui décide et c'est pas. En fait, le skipper, il ne fait que s'adapter aux circonstances de l'environnement. Si on va pas à un endroit, c'est pas à cause du skipper, c'est à cause d'éléments qui font qu'il a senti il est responsable et il a senti qu'il y avait un potentiel danger. Donc, faut bien s'écouter, tout en restant bien sûr cordial et pas vouloir en faire trop, peut-être. Hmm. Et Des fois, on a tendance à. on peut pas contenter tout le monde et peut-être Et, et le dire en début de séjour. Et un itinéraire qu'on a prévu, il faut toujours être capable de le remettre en question en Hmm. fonction de la météo, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important, hein, Hmm. Voilà, donc les Même en règles. course, en fait, il y a des fois, les courses. Enfin, pensez que c'est pas une question de niveau. Nous, il y a des fois, bah, la Route du Rhum, on n'a pas pris le départ, hein. La dernière fois, on n'a pas pris le départ. La Jacques Vabre, on n'a pas pris le départ non plus. Il y a des fois, on n'arrive pas là où on devait partir. On doit, dans le Vendée Globe, on a perdu des jours et des jours dans l'océan Indien à faire du nord pour éviter une dépression. Donc, en fait, la voile, c'est que ça, hein. On ne peut pas toujours faire exactement ce qu'on veut. Et même quand c'est hyper important et que c'est une compète, faut il s'adapter. faut Hmm. s'adapter. Hmm. Ouais. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que dit Paul. La préparation, c'est les fondements c'est les fondements du projet. Avec un piège, avec notre cerveau, il a été fabriqué pour agir, pas pour réfléchir. Donc, c'est vraiment parfois se forcer de se dire, bon, on va préparer parce qu'on a tous une tendance naturelle à foncer un peu Hmm. dans l'action, dans un monde dans lequel on vit de plus en plus vite, on passe d'un smartphone à une autre appli, etc., etc. Donc, c'est un vrai effort que de dire, bon, il faut qu'on prenne du temps. On ne va pas perdre du temps, on va prendre du temps pour planifier, anticiper, évaluer les risques, la météo, et etc., etc. Donc c'est Et, un et- vrai effort mental quand même de se dire, faut qu'on prépare, parce qu'on a une tendance naturelle à agir. est-ce que toi, Christophe, 30 ans dans les commandos, les forces spéciales, est-ce Ouais. qu'il y a un moment particulier que tu peux nous raconter où
où tu as une situation de stress intense et tu as dû agir. Et alors, est-ce que tu as bien Il y en agi, a, mal il y en agi? a Je ne sais pas. plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors, autant à l'entraînement qu'en opération, parfois seul ou parfois en équipe. Et qu'est-ce qui fait? Oui, on a peur. Alors, quand on est en parachute et qu'on a un petit incident d'ouverture, on est à 200 km/h, on n'a pas trop le temps de poser les choses, bien évidemment. Donc là, c'est l'entraînement, les automatismes qui fait qu'on a le bon process pour mettre en œuvre, je dirais, la procédure de secours. Donc, on n'a pas forcément beaucoup de temps, entre guillemets, d'avoir peur. C'est de l'adaptation. Mais je reviens sur cette notion de préparation, d'entraînement. Dans ce que disait Paul sur comment préparer une navigation, la démarche, c'est d'avoir confiance. Lui veut avoir confiance en lui, dans son équipage, dans son bateau. Tout ça, ça se prépare. L'entraînement, ben, il s'entraîne toute l'année. Les militaires s'entraînent beaucoup. C'est aussi un point commun entre les militaires et les sportifs de haut niveau, c'est qu'on s'entraîne, on s'entraîne pour être, alors pas forcément prêt, mais moi j'aime bien le mot préparé, pour être préparé à toutes les éventualités. Suivre un schéma conforme et être en mesure de s'adapter avec le plus de sérénité possible, de lucidité, de calme possible face à l'imprévu, la météo qui n'est pas celle qui était envisagée, etc., etc., quoi. Ok. Donc oui, il y a des périodes de stress, mais c'est un stress qui est ou de peur, qui est plutôt porteur, qui permet de mobiliser ses ressources jusqu'à un certain stade. Mais le stress, c'est un signal d'alarme. Et Hmm. il faut surtout l'écouter. Je reviens sur ce que disait Paul sur je sens pas forcément les choses, etc. Malgré peut-être une pression un peu sociale. Allez, il faut qu'on aille là-bas. Non, non, il faut arriver à garder sa lucidité pour garder son bateau et son Hmm. équipage en Hmm. sécurité, ce qui n'est pas toujours facile. Hmm. On va en parler. Donc, voilà, Marine, si tu nous repartages. Voilà, alors maintenant, on va parler. Donc, on a compris, un, c'est se préparer et anticiper. Et deux, donc les outils, si jamais une situation de stress arrive, quels sont les outils pour garder la tête froide? Voilà. Alors, on avait réfléchi un petit peu ensemble avant. Est-ce que, Christophe, tu peux nous dire, là, on a listé quelques Ouais. exemples pour garder la tête froide, mais qu'est-ce que toi, tu peux être amené à faire comme technique ou qu'est-ce que tu donnes aux personnes que tu Alors, coaches pour ouais. rester calme? Il y en a plusieurs, on ne pourra pas forcément les énumérer tous, mais je vais déjà commenter la première, et je pense que Paul vit ça, je dirais, de manière assez profonde, les commandos marines aussi, parce qu'on travaille beaucoup la nuit. Si on veut déjà éviter d'être plus stressé, il faut déjà gérer sa fatigue. Alors, évidemment, en course, on a tous des contraintes. On ne peut pas forcément, je dirais, récupérer comme on le voudrait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus on est fatigué, plus on est stressable. D'accord. Et après, plus on sera stressé, plus on sera fatigable. Mm. Avec une des conséquences, notamment sur le travail d'équipe, c'est que plus on est fatigué, plus on est irritable. Mm. Donc le fait d'anticiper peut-être, alors je ne sais pas si Paul fait beaucoup de banking sleep avant, d'essayer d'emmagasiner beaucoup de sommeil. Ça, c'est utile, ça sert de dormir beaucoup Non, pour Alors ouais, ça ensuite se aujourd'hui, stocke être. pas trop. non, 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 ça stocke pas Mais trop. Enfin, ça veut dire ce qui est important, c'est que On a même un dans une capital sommeil. situation de bateau où on dort mal, ou l'été, enfin là, on fait de la croisière, hein, donc on se Mm. couche un peu tard, Mm. etc. Faut quand même pas négliger le fait qu'il faut quand même bien dormir. Donc il Mm. faut faire gaffe. On n'est pas sur un bateau, il faut bien dormir. Il faut Mm. dormir. C'est important de bien dormir. on peut difficilement arriver avec un surplus de sommeil, mais le minimum, c'est d'arriver au moins avec zéro dette Ouais, de sommeil. ouais, C'est-à-dire ok. que pour récupérer d'une grosse dette de sommeil, il faut au minimum 2 à 3 semaines dans une vie de tous les jours normale, hein, sans être Mm. sportif de haut niveau. 2 à 3 semaines de congé, logiquement, suffisent à récupérer d'une dette de sommeil. Donc, il faut au moins arriver en début d'échéance, en pleine possession de ses ressources, parce Mm. qu'on sait que de toute façon, jour après jour, ça va un petit peu s'égrener parce qu'on ne va Ok. pas Ok. récupérer assez. Après, j'aime bien cette phrase de gérer le stress. Assez difficile de passer d'un très haut niveau de stress à zéro stress. La démarche, c'est d'essayer de mieux le gérer pour le faire diminuer à chaque fois qu'il se présente. On s'aperçoit qu'à la fin de la semaine, à la fin du mois ou au milieu de course, ben, si à chaque fois on était un petit peu moins stressé en agissant, ben, c'est toujours mieux, c'est toujours du potentiel je dirais, de conserver. Donc la démarche n'est pas forcément d'essayer de le réduire totalement, mais de le gérer, de le diminuer pour garder un peu plus de ressources sur le long terme. Mm. Ensuite, gérer le On stress parlait, avant le ouais, des problème. automatismes aussi. Ouais, alors Ah forcément, oui. le fait d'anticiper, on revient sur cette notion de préparation. On anticipe, je dirais, le cheminement conforme, mais on anticipe aussi ce qu'on appelle chez nous les canons conformes pour, je dirais, s'adapter et non pas improviser. Je pense que cette notion est aussi intéressante chez Paul. Nous, dans le monde militaire, dans le monde des opérations, on évite l'improvisation, quoi. Donc, on essaye, en toute humilité, de penser
au scénario et on a cette culture de dire de toute façon, ça ne se passera pas comme on l'a prévu. On quitte notre salle de préparation de mission, qu'on appelle la War Room, avec le sentiment, on est en confiance mutuelle les uns dans les autres. OK, on a l'impression, on a la sensation d'avoir tout bien préparé, mais on est lucide sur le fait que ça ne va pas se passer comme on l'a prévu et qu'on aura forcément des imprévus imprévisibles auxquels on va devoir faire face. Et là, c'est notre propre capacité individuelle et collective de gestion du stress qui va faire qu'on va s'adapter ou improviser. Donc la préparation, Et ça reste le pilier. préparation, donc quand on parlait d'automatisme, donc c'est Ouais. l'expérience, Paul qui nous disait, Avec en les fait, process de sécurité c'est l'expérience, notamment. l'expérience qui fait que ensuite le cerveau, alors enfin, a créé des Le mode automatismes, on n'a plus automatique besoin de fait que, réfléchir voilà. et on peut revenir sur cette notion de Alors, traitement de l'information du cerveau qui le passe. stress, dans certaines approches, c'est un signal d'alarme. Il faut l'écouter, il faut l'entendre. Ça veut dire que je ne suis pas dans le bon mode mental pour faire face à la situation qui m'est imposée. Donc la démarche, et quel que soit le métier, hein, c'est de solliciter notre intelligence adaptative qui aime bien les situations nouvelles, complexes, peu connues. Voilà, la démarche est de dire, OK, comment je peux résoudre cette situation en prenant en compte tous les éléments et non pas en prenant des raccourcis ou des biais cognitifs. Là aussi, la gestion du stress nous permet d'éviter les biais cognitifs, le biais de surconfiance, le biais d'ancrage. Ces raccourcis qui nous piègent et qui nous font peut-être nous font faire prendre une solution qui sera peut-être pas adaptée, quoi. Donc la démarche est, OK, je suis stressé, je suis pas dans le bon état mental, je fais un stop, je peux faire quelques techniques respiratoires, etc., pour prendre en compte tous les éléments, mais solliciter, je dirais, la partie de mon cerveau qui, lui, aime bien les situations nouvelles complexes, les challenges, etc., Et etc. là, ce dont tu parles, une situation est compliquée et un exercice respiratoire, imaginons on a quelques secondes pour réagir. Et ça suffit quelques secondes pour calmer un petit peu Alors déjà, sur la ça suffit respiration. déjà à calmer. Alors après, est-ce qu'on va beaucoup se calmer ou un peu se calmer? Mais rien que le fait de dire, OK, il y a un signal d'alarme, je fais un stop, qu'est-ce qui se passe? Alors ce process, il va être plus ou moins rapide en fonction de la situation à laquelle on est confronté, hein. Quand on navigue à 30 nœuds, c'est pas la même façon de descendre à 200 km/h, etc. Les timings sont pas forcément les mêmes. Mais la démarche est de se dire, OK, il y a un truc qui se passe, je stoppe, voilà. Je prends en compte mon environnement pour essayer de Hmm. décider de la manière la plus Là, j'ai lucide un exemple possible. type. Alors, c'est un mix de mon expérience, mais mon entraînement, mes expériences passées plus ou moins positives ou négatives, et mêlé à des paramètres très concrets qui sont que la météo n'est plus la même que celle qui était prévue, ça évolue, ça change, j'ai un canon conforme, j'ai quelqu'un qui est malade, qui est inapte à faire la manœuvre, etc., etc. La démarche est de retrouver de la distance et de la lucidité face à la situation. L'exemple type de ça, ça me vient à l'idée quand j'écoute Christophe, c'est les manœuvres de port ratées ou le truc. Où en fait, tu vois la personne qui arrive et il arrive peut-être un peu vite ou machin. Et en fait, l'avarice aurait été de faire un petit éclat de gel coat sur le ponton ou je sais pas quoi. Et il y a quelqu'un qui se met à sauter à l'eau ou le pilote qui se met à mettre des énormes coups de gaz. On voit beaucoup de vidéos comme ça qui tournent. Et là, c'est typiquement quelqu'un qui est en plein stress. Et au lieu de mettre le point mort et se dire, attends, en fait, c'est pas grave, hein, on va faire une petite rayure sur le bateau d'à côté, et ben, il se met à faire n'importe quoi parce qu'il est que sur. Du coup, il n'est pas du tout en réflexion. Il est, il est que sur de la surréaction Ouais, l'émotion. mauvaise. Donc là, il vaut mieux faire une petite bêtise, se poser, réfléchir, plutôt que de dire je vais régler le problème avec Oui, du stress finir et par faire n'importe blesser. quoi. Ouais, ça arrive. Et quand on le voit, hein, il y en a Ouais. tellement de vidéos comme ça, c'est exactement l'exemple type de quelqu'un stressé qui se met en action alors qu'il est stressé. Et là, il ne faut pas le faire. Donc là, on était face à l'instant, je dirais, et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure de la préparation, on va dire, organisationnelle de son projet, il y a aussi la préparation mentale, c'est-à-dire qu'on peut, en avance de phase, faire ce qu'on appelle de l'imagerie mentale, c'est-à-dire s'imaginer en situation, individuellement ou collectivement, dans le cadre d'une manœuvre, par exemple, où on va tous, un peu comme ce que fait la patrouille de France, ce sont des techniques d'optimisation du potentiel où on va euh, faire de la répétition mentale, c'est-à-dire qu'on va répéter un geste technique qui doit être réalisé parfaitement. Le skipper se met là, l'autre personne se met là, etc., etc., où on va répéter mentalement tous ensemble, suivant en même timing, la manœuvre
idéal, conforme, Quand optimal. tu dis tous ensemble, c'est tu fais de l'imagerie mentale Mentalement, en ouais, groupe. ouais, Ah, pour moi, c'était bien plutôt sûr. un exercice solitaire Alors, comme ça. vaut mieux commencer tout seul. Voilà, Et Ça quand tout on seul. maîtrise, on peut ça faire peut, deux. Ah ouais. ça peut. Et du coup, C'est tu ce que dis fait quoi? la Tu parles patrouille à la de personne, France. tu dis je fais ça, Ouais. toi tu fais ça. Ah oui, Ouais, ok. par exemple. Et là, Ouais. en imaginant aussi, si possible, bah, justement le canon conforme. Et s'imaginer faire face à ce canon conforme avec calme, avec lucidité, en écoutant les ordres du skipper, par exemple. Ouais. Donc, on pourrait, avant d'arriver au port, tu peux faire une Non, manœuvre alors de moi, je le ferais port même à plusieurs. Avant, à un dîner ouais. d'amis au mois de décembre. Parce Ouais. qu'en fait, l'avantage, moi, je l'utilise beaucoup parce que la problématique de l'IMOCA, c'est un petit peu la même chose que tout le monde, en fait. C'est la croisière, c'est le moment de l'année, mais en fait, on n'a pas de temps. C'est-à-dire les gens, ils ont une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, ou je sais pas combien, mais par an. Mais le reste de l'année, on n'a pas le temps. On est au boulot, on est au machin. Mm. Nous, l'IMOCA, c'est pareil. Il est dans le hangar, ça coûte cher, il est en chantier, on attend des foils avant le Vendée Globe. Moi, je trépignais, hein, j'étais là avant le Vendée Globe, je pouvais pas m'entraîner parce que j'avais pas de feuilles. Et ben, j'utilisais cette technique d'imagerie mentale. Je suis chez moi, je m'allonge ou je suis assis sur une chaise, je m'allonge et je vais faire une manœuvre d'empannage, faire une manœuvre de n'importe quoi sur mon bateau. Et en fait, comme on en a pas mal parlé avec Christophe avant, ça, qu'on la fasse en vrai ou on la fasse dans son cerveau, l'apprentissage est le même. Donc c'est quasiment gratos, hein, Mm. de le faire ça l'hiver en préparant. On peut faire une prise de riz, on peut faire une prise de coffre, Et tu un disais que la mouillage. fatigue est même la même. La Ah fatigue ouais, est le aussi, Le corps, cerveau ne fait pas la est aussi ouais, différence entre important. le réel et Ouais, l'imaginaire. exactement. ouais. On a une forme de. Si on a fait quelque chose de très intense, et ben derrière, on a cette forme de relâchement de la pression. Après, derrière, on a réussi à choper la bouée, à faire le nœud, etc. Et ça marche extrêmement bien. On visualise un bateau, un gain d'eau. Et tu te vois avec ton équipage Ouais, pour le Ocean Race Europe Ouais, faire ça ouais, avant le ouais, départ? on Ouais. pourrait le faire, ouais, bien sûr. Ouais. Mm. avant un saut opérationnel à grande hauteur, on va répéter le saut plusieurs fois, mentalement, éventuellement en état de relaxation ou en état de conscience ordinaire. C'est déjà un premier travail Mm. de se dire, de se parler, de communiquer, de dire, OK, on arrive, on fait ça. On fait le quart de tour, on fait la vigilance altitude. À telle altitude, on changera de cap, etc., etc. C'est déjà un premier travail Mm. mental. Le dialogue, soit il est interne, en imagerie mentale, ou il peut être externe aussi. Mais Mm. c'est déjà de la préparation mentale. Non, super intéressant. Donc, vous l'avez compris, pour se préparer, vous pouvez aussi faire cet exercice d'imagerie mentale, seul ou avec votre équipage, sur les manœuvres de base que vous allez Bon, ça demande rencontrer. logiquement de la formation, un certain entraînement. Le cerveau n'est pas habitué non plus à faire ce genre je dirais, de Mhm. représentation un peu sensorielle. Donc, le mieux, c'est d'être formé. Mais on peut y On arriver en peut essayer tout autodidacte, hein. seul, On hein. peut essayer, hein. Ah oui. Mais le minimum, c'est déjà de se parler. Peut-être à Je fais deux. ça, je fais ça, je fais Mhm. ça. C'est déjà un premier travail. Mhm. Après, si on veut vraiment la performance ultime sportive, forcément, il faut prendre quelques Mhm. outils Ouais, ouais, plus tout à fait. précis. Alors, concernant d'autres techniques pour garder la tête froide, on avait noté aussi l'ambiance et l'autodérision, réussir à, voilà, pour faire descendre un petit peu la pression. Est-ce que c'est bien d'avoir un petit bout en train qui fait une blague ou est-ce que ça va pas être le bon moment où ça va énerver tout le Après, ce que monde? disait Christophe, c'est que le stress augmente et la fatigue surtout augmente l'irritabilité. Et donc, du coup, c'est ça qui va faire un peu, qui va provoquer des caractères et des comportements qui peuvent être un peu à risque. Donc, du coup, d'avoir de l'autodérision, ça permet de retomber. Et l'autodérision permet de diminuer le stress. Donc, bien sûr, c'est pas. D'ailleurs, dans les milieux militaires, je pense que ça blague beaucoup. Dans les milieux médicaux, qui sont confrontés à des choses assez difficiles et violentes, c'est aussi une forme d'échappatoire et de dédramatiser la situation. Euh, Ça marche assez bien. Est-ce que toi, quand tu as eu des situations compliquées, quand tu t'es blessé, tu t'es cassé le bassin, tu étais tout seul sur ton IMOCA, Je me racontais est-ce que des tu blagues t'es à fait de moi-même. l'autodérision? Est-ce que tu Non, t'es vu partir en fou rire en mode non mais qu'est-ce que non. je fais Moi, là? alors après, la schizophrénie du skipper de course au large, c'est pas le sujet, mais je pense que c'est quand même plus quelque chose qui se fait en groupe. C'est Ok. plutôt le groupe qui a besoin le groupe qui a besoin d'autodérision et de bonne ambiance et de bonne humeur. Et c'est vraiment un des ingrédients les principaux pour une réussite de croisière, de Hmm. projet commun, projet collectif. Donc en fait, Si tu es tout seul, c'est plutôt un rire nerveux. Ça, et surtout quand ça se passe mal. hmm. C'est-à-dire que quand ça se passe bien, enfin, ce qu'on disait souvent dans une équipe, si ça gagne, si machin, il y a besoin de rien en fait. Hmm. C'est quand ça va mal, qu'il y a une mauvaise nouvelle,
qu'il y a besoin de ça parce que ça permet de détourner l'attention des gens, tout simplement. Et faire des sas, ça permet quelque part de récupérer physiquement ou d'un point de vue cognitif déjà, de se décorréler du problème. Donc c'est de la récupération quelque part. Ça peut faire baisser le niveau de stress. Très bien. Préparer le jeu de cartes pour le radeau de survie, quoi. Et alors également, on parlait d'intelligence adaptative. C'est toi, Christophe, je crois, Ouais, qui nous en parlais. j'en Tu ai veux parlé revenir un peu sur ce effectivement. point? Bah, on a, dans certaines approches, on a deux modes mentaux majeurs. Le mode mental automatique, c'est 99 ou 90% de nos tâches habituelles, hein. Voilà, on est dans l'habitude, on reproduit des schémas connus, etc., etc. C'est un mode qui est rapide. C'est pas un mauvais mode non plus, hein. C'est un mode qui est très rapide, très économique. Voilà. Mais lorsqu'il y a ce signal d'alarme, ça veut dire que le mode mental automatique ne laisse pas la place au mode mental adaptatif, alors il doit laisser la place, quoi. Il est là le bug mental quelque part, quoi. Donc la démarche est face à une situation nouvelle, complexe, Covid 2020 ou autre chose. Eh ben, la démarche, c'est de, voilà, de solliciter ce monde mental qui aime bien la complexité, qui aime bien trouver, etc., Et etc. comment tu fais, toi, La démarche concrètement, est là. pour... Eh ben, le stop, la respiration. Alors, le mode mental automatique, il n'aime pas la sollicitation multisensorielle. C'est pour ça que l'image mentale aussi, le fait de Ferme les yeux. s'imaginer, aller se balader au bord de la mer ou ailleurs et d'imaginer des bruits, d'imaginer des parfums, le monde mental automatique, il n'aime pas ça. Donc, de manière naturelle, ça va nous faire basculer parce que voilà, ça permet de récupérer ce monde mental-là. C'est une forme de méditation, de relaxation, mais le mode mental automatique n'aime pas la représentation multisensorielle. Donc, s'arrêter 3 minutes, s'imaginer en situation ou autre chose permet de D'accord. solliciter son mode mental adaptatif pour résoudre la problématique. Et souvent, sans protocole, les gens essayent de gérer la situation pour gérer le stress. Ça ne fonctionne pas. Je suis dans un état de stress. La démarche, c'est de retrouver un état de calme pour résoudre la situation avec lucidité, pour que la solution soit Ouais, adaptée. ouais. Bah, on va... Du coup, c'est enfin, ne pas se focaliser sur le problème, hmm. mais sur les solutions du problème. Ça, c'est important. Ça permet déjà de passer comme ça un peu. Parce qu'en fait, en cherchant des solutions, on fait appel à la créativité. Donc, faut chercher à avoir des idées et pas être focalisé sur le problème qui génère le stress. Et je Ouais. voulais revenir sur ce que disait avec peut-être la pression de l'équipage. Quand on est dans le monde mental automatique, on est un peu dans la simplification, la routine, la persévérance et un peu la protection de l'ego, de l'image sociale. Alors que quand on est dans le mode adaptatif, on est dans la nuance, la souplesse, la relativité, la curiosité, la créativité et l'opinion personnelle. Je reviens sur ce que nous partageait Paul. Je ne le sens pas. Mon expérience, ma préparation fait que je ne le sens pas, mais tout l'équipage voudrait que j'y aille. Opinion personnelle, j'ai et c'est ce qu'a fait parfois un amiral aussi dans certaines opérations où il a su basculer pour se dire non, il ne faut pas que j'y aille. Mais c'est pas facile. Alors, C'est pas pas sûr facile ce que je veux C'est dire. du feeling. C'est et, dur d'argumenter auprès des et c'est ce équipiers qu'on en disant, partage je ne sens pas... avec nos clients. Il y a une vraie différence entre force du groupe, force de l'équipe et la pression du groupe. Et ça, c'est pas toujours quelque chose qui est facile non plus à gérer pour un leader, parce que souvent, quand on est leader, ben, on est seul, hein. Il n'y a pas plusieurs chefs, il n'y en a qu'un seul. On est face à sa décision et que parfois, la force du groupe pourrait nous pousser dans une décision, une navigation ou un cap qui n'est pas la bonne, quoi. Ça veut dire que du coup, il ne faut pas être un skipper ou un capitaine tyrannique. Au contraire, il faut peut-être justement dans les moments où il n'y a pas d'enjeu, où on sent qu'on est dans un environnement qu'on maîtrise, et ben là, il faut vraiment faire plaisir aux gens. Ça va permettre d'avoir un soutien du groupe au moment Oui, je vois ce où que tu veux on dire. va être dans des Si tu situations. tyrannises tout le temps, ça va être C'est ça. Enfin, que compliqué. si, Il faut que ce qu'après, il y a soit des à bon stratégies, escient, donc il quoi. faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il faut faire aller dans le sens des gens pour être vraiment pour leur faire plaisir, hein, parce que le skipper, il est quand même là pour que tout le monde passe un bon moment. Ce qui va permettre dans des situations où lui aura besoin d'aide et de soutien par rapport à une décision, de ne pas être en porte-à-faux, de ne pas se mettre. Si on bloque la réflexion, mais Paul, tu ne crois pas que, enfin, il n'y a pas un truc qui, parfois, on peut être alerté aussi par les autres parce qu'on peut avoir son stress qu'on n'a pas forcément bien géré. Et comme on le disait, vous parlez je dirais de capitaine tyrannique. Là, les autres, à ce moment-là, ne vont pas oser nous dire, mais Paul, tu es sûr que c'est la meilleure route Ah oui, pour, oui. Si on remet en doute voilà. tout ce Oui, oui. que
tout tout ce que font les l'environnement. gens, il faut leur donner confiance en eux, il faut qu'ils Mm. apportent des informations, etc. Donc, C'est la sécurité psychologique. Je me sens libre de partager avec toi une réflexion, un Mm. avis, voilà, sans pour autant être le plus spécialiste de l'affaire. Mm. Oui, après, les enjeux de communication, du coup, On qui... revient sur la confiance, Ouais, voilà, confiance, la qu'il faut installer au communication. sein de l'équipage. Alors, troisième et dernière partie. Donc maintenant, comment et cette peur quand elle est là, donc on arrive à la canaliser, à faire descendre la pression, et ensuite comment transformer donc le négatif Ouais. en positif. Et tu me disais, Paul, que toi, la peur, tu essayais de la transformer en vecteur de performance et qu'elle était utile en fait. Et nous, on a tendance à fuir la peur. Et une des premières choses que vous m'avez dit, c'est non, non, la peur, elle est bonne, elle est là aussi pour nous sauver de situations périlleuses, etc. Donc voilà, accepter sa peur est utile. Est-ce qu'on peut revenir voilà, sur cette bah, juste pour notion? moi, après je vais laisser Christophe parce que c'est plus spécifique, mais la société actuelle, en tout cas, on essaye de cacher notre peur. C'est-à-dire qu'on a la peur, c'est pas bien, faut pas que les enfants aient peur. Donc, alors qu'en fait, moi je trouve que la peur, c'est celle qui permet de pas se faire écraser quand on traverse la route. C'est celle qui permet justement, c'est le signal de dire là, il y a quelque chose de dangereux qui arrive. Donc en fait, il faut savoir l'écouter. Et ne pas et avoir peur, enfin, surtout quand on fait du bateau, ça me paraît logique puisque l'environnement quand même est Mm, dangereux. Donc il mm, faut pas tomber dans l'eau. Il y a quand même plein de mm, choses. Donc plutôt l'accepter et en fait plus on va vivre des situations dans lesquelles on est capable d'identifier cette peur, on va apprendre à vivre avec. Et ce qu'elle nous empêche pas de vivre et de faire des choses en fait. C'est juste c'est ça faut arriver mm. à l'accepter. Alors après, quand on fait une nouvelle activité, forcément, moi, s'il m'emmène faire un tâche commando, c'est sûr qu'il y a des moments où ça va pas le faire. On t'attend en Pegasus, Paul. Et, et après, voilà, on pousse jamais quelqu'un qui a peur, il faut pas le pousser. Ça, c'est un petit conseil. Il faut toujours que les gens, ça vienne toujours d'eux-mêmes. C'est Mhm. comme ça qu'on D'accord. maîtrise sa peur, en fait, hein. C'est en se lançant de nous-mêmes dans quelque chose. Et là, il faut trouver toujours un niveau acceptable de peur, en fait. L'important, c'est de trouver un niveau acceptable de peur. Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui ont un niveau du coup Ah différent bah, bien sûr. d'acceptabilité? Et est-ce que tu es capable de faire progresser ce niveau Ah, moi, c'est d'acceptabilité? souvent ce que moi je pense que je suis né déjà avec une prédisposition où je suis capable de vivre des choses. Du coup, j'ai la chance de faire mon métier, mais j'ai choisi de faire ce métier-là. C'est sûr, quelqu'un qui a très très peur, il va pas forcément se dire ouais, je vais faire le tour du monde tout seul sur un bateau. Mais Il y a peut-être tu des connais des étapes avant. skippers qui sont au niveau de compétition, au même niveau de compétition que toi, et tu sens qu'ils ont plus de peur et Bien d'appréhension? sûr, en vrai, je Ouais. pense on est tous différents et il y a des skippers qui sont peut-être bien meilleurs que moi sur d'autres domaines. Et par contre, sur le domaine de la gestion de stress, d'un départ, de peur, etc., où finalement, pour moi, c'est plus facile. Mm. Donc, on n'est pas égaux. Ouais, ouais. Après, il y a des outils. Nos Mm. expériences aussi ont un impact sur notre façon d'appréhender la peur. Quand on n'a que des expériences positives face à des situations très, très, très compliquées, ça va peut-être faire diminuer notre peur ou Mm, augmenter notre confiance. mm, Donc, on n'est pas tous égaux. Et puis après, les expériences de vie fait que oui, on n'apprend pas les choses mm, de la même En tout manière. cas, c'est long, c'est-à-dire que de passer d'un état j'ai pas peur C'est compliqué. à j'ai peur, c'est je claque des doigts. Ça C'est-à-dire saute. qu'on peut alors qu'une fois qu'on a vécu une ouais. situation traumatisante, revenir à l'activité et reprendre confiance, c'est long. Et en fait, il faut être conscient que c'est long. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a eu peur en bateau, eh ben, la prochaine fois qu'on l'amène en bateau, faut être aux petits soins, il faut y aller un jour où il fait beau, il faut y aller. Et en fait, c'est vraiment un travail, quoi. Il faut se dire Mm, que c'est pas en claquant des doigts que ça revient, parce que la confiance, c'est long, hein. C'est mm, vraiment avoir confiance en soi et donc de l'expérience. Et donc, vraiment, voilà, faut accepter de passer du temps. Il faut mm, savoir faire la différence entre un petit tracas et puis un traumatisme. Le traumatisme doit se gérer avec un thérapeute, alors que le petit tracas, on peut mm, le diminuer, l'enfermer un moment avec des techniques de préparation mentale, quoi. Mais il faut aussi savoir, et je pense qu'en mer, on peut parfois avoir des situations extrêmes de survie, où là, ça peut aussi se gérer, non pas avec le préparateur mental, mais avec des psychologues du sport, ce genre de choses, pour repartir, je dirais, le plus mm. performant possible, le plus vite possible et pas, comme le disait Paul, être un super technicien, mais avoir une performance qui baisse parce qu'on n'a pas bien géré mentalement le traumatisme qu'on a vécu lors de la dernière course. Mm. Alors, donc là, on a un peu évoqué la respiration et là, rôle de respiration, tu dis de pleine conscience.
Ouais, alors je Alors, respire parce tu qu'on peux nous respire tous là, expliquer? mais on ne fait pas attention à notre cadence de respiration, ce genre de choses, c'est automatique, c'est vital, mais on n'y fait pas attention. Notre respiration est forcément influencée par notre mode mental. Si je suis stressé, de manière générale, ma respiration sera plus courte, plus superficielle, moins profonde, moins efficace, etc. Et de respirer de manière consciente à un certain rythme va me relaxer, va me redynamiser ou va équilibrer mon système nerveux. Et ça va m'aider à retrouver gérer de la lucidité et du recul sur la Et tu situation. peux nous préciser ce type de respiration, c'est quoi? Alors, C'est si on j'inspire veut 3 travailler, je dirais, secondes, dans la vie de tous les j'expire 3 jours, je secondes. pense que certains de nos auditeurs ont entendu parler de la cohérence cardiaque. C'est le travail de fond, de respirer de manière régulière, 3 fois par jour, en inspirant 5 secondes, en expirant 5 secondes, mais à l'équilibre de fréquence, gérer notre système nerveux, notre cerveau et notre cœur. Et ça, c'est un bon travail déjà pour être plus résilient face aux situations qui pourraient s'imposer. Alors, ça ne demande pas énormément de temps, hein. C'est 15 minutes par jour et on a tous 15 minutes pour s'occuper un petit peu de soi. Et si c'est difficile, on peut peut-être anticiper lorsqu'on a une échéance particulière, commencer ce travail. On parlait aussi de gestion de la fatigue, de 15 jours, 3 semaines avant, peut-être de respirer un peu plus souvent, un peu plus régulièrement, de faire un peu de relaxation, de faire attention à son sommeil pour être plus résilient lorsque la pression arrivera, quoi. Donc, D'accord. je propose aux gens qui se retournent vers la cohérence cardiaque, par exemple, voilà, sont pas des tops, mais c'est le principe est le même. Respirer de manière consciente je dirais, il y a deux façons de gérer son stress, soit on rentre par le mental, voilà, ça permet de calmer le corps aussi. Attention psychologique, tension musculaire aussi, hein. Le stress, c'est une réaction de survie, donc on va avoir une tendance naturelle à être irritable, à se contracter. Donc soit on rentre par le mental pour détendre le corps, ou on peut détendre le corps pour détendre le Ah ouais. mental. Il y a, Ouais. je dirais, plusieurs Le façons de sportif, faire. on dit, nous, euh, forcément, quand on fait une pratique de haut niveau, il y a de la tension. Donc, on ne peut pas être à un stress de zéro, puisque si on fait c'est logique. Et on dit tendu dedans, détendu dehors. C'est-à-dire que le sportif de haut niveau, souvent, on le voit, hein, il va être extrêmement tendu avant un 100 mètres ou machin. Par contre, il y a un relâchement musculaire incroyable. Et moi, je trouve la plus belle image, c'est le 100 mètres. On Mm. voit, hein, ils ont un relâchement, et Mm. alors c'est des boules Ouais. de nerfs à l'intérieur. Mm. Donc, tendu dedans, détendu dehors. Et de se détendre dehors, déjà, ça. Tu vois, on peut avoir une situation de stress, on est agrippé à une barre, etc. On s'assoit à un endroit où on va relâcher un dossier sur un bateau et juste la position ou s'allonger, des fois ça peut être s'allonger, pour diminuer complètement le tonus musculaire au maximum, ça va enlever de la crispation, ça va permettre une voie d'accès à se détendre à l'intérieur de soi. Et souvent sur les bateaux où ça bouge, on est en... Alors nous, sur les IMOCA, maintenant c'est très compliqué, donc on travaille beaucoup, c'est la respiration pour se détendre. Mais je pense à un bateau de croisière qui a beaucoup de mer, etc. Les gens, ils sont Mm. on voit les mâchoires, les Oui, et trucs, puis ils ça sont en prend. plus un peu malades parfois. Donc, il faut arriver à se mettre dans une position où on va pouvoir se relâcher. C'est la Mm. gestion constante de la relaxation et de la contraction, pas de la crispation qu'a évoqué Paul. Mm. Et la démarche pour faire un bon geste technique, quel qu'il soit, que ce soit le 100 mètres ou le commando marine qui va Le armer relâchement. c'est le relâchement musculaire. Oui, j'avais fait du biathlon et il m'expliquait que quand tu tires au fusil, en fait, tout est dans la Ouais, respiration. entre autres, Euh, bien évidemment, descendre le rythme cardiaque, être très relâché musculairement parlant, tout en étant détendu hmm. mentalement aussi. Alors que là, on vient de se coller 180 pulsations avant, on a mis une arme à feu dans les mains, on n'a pas l'habitude. Enfin, c'est une situation qui est hyper stressante en fait. Hmm. On passera pas de 9 sur 10 à 0, mais on pourra diminuer un petit peu pour Hmm. faire le bon tir, faire la bonne manœuvre, etc., etc. Hmm. La démarche est là. Et il y a des techniques qui sont très courtes, donc on peut faire ça, ouais, même avec 10 degrés de gîte, 30 nœuds de vent, et on arrive à se relaxer et à reprendre de la lucidité pour dire, OK, j'ai fait mon petit sas, allez, tac, la prochaine manœuvre ou l'autre action. On a eu un petit coup de dur, on se relâche, on récupère et on repart. Très bien. Très clair. Alors, il est quelle heure? Il est 1 heure. On Bon, est pile à l'heure. J'ai tué quelques jours. bravo. Ouais. Marine, est-ce que tu as des questions sur le système de chat que tu souhaites poser à Christophe et Paul? Ouais, on a une super question intéressante de Laurent. Alors, en équipage ou en équipe plus largement, quelle est votre approche pour éviter la contamination de l'équipage par un équipier qui se laisse submerger par sa peur?
Alors déjà, la peur, elle est naturelle, donc on ne peut pas lui reprocher. Donc Mm. ça, je pense que c'est pour moi, ce serait un premier discours, un premier travail, c'est qu'on ne peut pas empêcher Et en quelqu'un vouloir. d'avoir peur. Mm. C'est son prisme. Par contre, la démarche, c'est comment faire pour le rassurer. Oui. Souvent, les peurs sont un peu irrationnelles, hein. Le stress, c'est une survie individuelle. C'est globalement, j'ai peur, alors, soit c'est psychosocial, j'ai peur de mal faire, ou j'ai peur de mourir. Je peux supposer peut-être qu'en mer, peut-être lié je dirais aux conditions météo parfois extrêmes, on a peur de mourir. C'est là où il faut revenir sur, à mon avis, des critères qui sont factuels. Sur le bateau est solide, j'ai confiance dans le bateau, j'ai confiance dans l'équipage, Mm. on va faire telle manœuvre, etc., pour ramener la personne Mm. sur, je dirais, son intelligence adaptative quelque part, parce que quand on a peur, on est en mode survie individuelle, quoi. Et Mm. là, effectivement, à un moment où tout se resserre, je pense qu'à moi et j'oublie un petit peu tout le reste. Mm. Donc là, c'est des questions ouvertes, c'est pourquoi tu as peur, c'est accepter la peur, elle est normale, elle est naturelle, on la déclenche pas, on la comprend. Mais vous voyez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis Mm. Moi, ça peut aider. j'ai des petits tips là. Alors, c'est pareil, ce que disait Christophe, on va pas le passer de 9 à 1, si, c'est très, très compliqué. Donc déjà, l'important, c'est de connaître avant les gens qui vont naviguer à bord, c'est quand même le maximum, parce que euh, bah, si une personne a un profil qui est vraiment comme ça, il faut savoir si déjà si on peut à l'extrême l'emmener ou pas l'emmener. Ça, c'est quand même important. Et après, il y a un truc qui est pas mal quand quelqu'un est stressé ou en fait, il faut l'occuper. En fait, il faut tout simplement essayer de le faire redescendre en stress. Et pour pas qu'il remonte en stress, il faut lui donner une tâche. Mm. Et en fait, ça peut être une tâche qui est complètement inutile, c'est pas grave. Mais il faut l'occuper à faire quelque chose pour pas que justement il perturbe les autres en fait. Parce qu'à la limite, quelqu'un qui est stressé, si on arrivait, c'est pas très grave. Il faut pas que lui il se mette en danger, mais Contamine les mais autres. faut pas qu'il contamine les autres. Donc on va donner une tâche. Donc typiquement, moi, l'exemple que j'ai, alors sur un bateau, je pourrais trouver, mais je fais beaucoup de ski de randonnée, donc j'ai fait beaucoup d'exercices de recherche en avalanche. Quelqu'un qui est stressé, ou si c'est par exemple le père ou la mère qui a son gamin qui est sous la neige, eh ben, on va pas lui faire appeler les secours parce que c'est un peu compliqué, mais on va lui faire monter les sondes, monter les pelles, donc des tâches Oui, plutôt les automatismes. des tâches manuelles. Mm. Globalement, il faut vraiment donner des Pour tâches focaliser manuelles, son esprit. focaliser l'attention de la personne sur quelque chose de très simple. Mm. Voilà. Donc, on peut lui faire tirer un bout finalement qui sert à rien, mais c'est pas grave. En fait, Mm. il faut l'occuper. Enfin, Mm. moi, c'est vraiment là, quand Oui. quelqu'un va pas, on l'occupe, on détourne l'attention. On peut lui demander de respirer un petit peu, respirer avec lui et après le focaliser sur Oui, et autre puis ça chose. évitera qu'il contamine le reste de Ou de l'équipage. surveiller quelque chose, par Ta exemple. tâche. On lui dit, Ouais. bah voilà, il y a quelqu'un qui est tombé, enfin, faut qu'il surveille la VHF, qu'il surveille le cap, voilà, une information. Ah ouais, c'est Faut une bonne qu'il soit idée. occupé. Très bonne idée. D'autres, Marine, d'autres retours, d'autres commentaires? On a une autre question sur comment bien gérer et bien sélectionner son équipage pour éviter justement enfin, ces moments de stress à bord. Il faut partir avec ses amis déjà. Des fois, on ne choisit pas. Les amis, on peut les choisir, la famille, un peu moins. Non, mais en fait, je pense qu'il faut plutôt s'adapter à l'équipage qui vient plutôt que de choisir des gens. Alors après, c'est sûr que si on va faire un défi, quelque chose qui paraît compliqué, faut avoir des... Oui, il faut avoir des gens confiance, en qui on a confiance dedans. Mais après, ça reste quand même un bon moment à partager Mm. une croisière. Et globalement, tout le monde est... Enfin, pour moi, enfin, je pars du principe que tout le monde est capable de participer à n'importe quel projet, en fait. Souvent, l'équipage est déterminé, mais ce que disait Paul tout à l'heure, c'est à ce moment-là, on adapte l'itinéraire, le bateau, le nombre d'heures de navigation par jour, etc., à l'équipage. Parce que l'équipage, on n'a pas non plus 30 000 choix de personnes amies, dispo aux bonnes dates et qui ont le C'est juste qu'on budget et on tout part pas ça. avec le même Donc, équipage c'est plutôt le bateau, en l'itinéraire. Croatie au mois de juillet que pour aller traverser l'Atlantique. Enfin, Ouais, voilà, ouais. c'est juste ça que je veux dire. Mais après, On en fait, revient sur cette notion de confiance. c'est l'avantage avec le bateau, c'est qu'en fait, c'est infini et qu'en fait, je dirais que chaque destination, bateau, équipage trouvera chaussures à son Mm. pied. Et ce qui est important, parce qu'on en avait parlé aussi, c'est beaucoup de personnes embarquent pour des stages. Par exemple, vous allez au Glénan,
vous ne connaissez pas forcément les autres équipiers, et notamment le moniteur ne connaît pas également ses équipiers, et donc c'est important de prendre du temps avant de quitter le quai pour se connaître, apprendre à se connaître, aller se faire une bouffe, et puis se faire un tour de table en disant, bah, moi, qu'est-ce que j'ai fait comme navigation, quel est mon niveau, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime pas, pour que s'il y a une situation un peu compliquée, déjà le moniteur ou les équipiers aient identifié ceux qui sont plus compétents sur certains sujets que d'autres. Et puis la préparation, c'est un super moyen, hein, je trouve, de se servir des mois avant une croisière ou avant un projet pour le préparer, en fait. Donc, C'est être aligné sur le projet, aligné sur ce et la qu'on a envie de construction faire, on est commune. capable de Ouais, la faire. construction, ouais. Quel Ouais. mouillage il y a, est-ce qu'on va faire des naves de nuit, quelle distance il y a entre les... En fait, ça permet aussi au skipper de répartir un peu sa charge mentale aussi Plus il y a de avec des choses qui seront, responsabilités. on peut supposer que plus il y a de choses qui seront construites, plus on peut supposer qu'à l'instant T, il y aura moins de conflits, puisque globalement, on s'est aligné en Ouais, amont Bien sur sûr. l'état final recherché, comme on dit à ouais, Pegasus, tout à de fait. cette croisière-là. Voilà, est-ce que c'est de la compétition? Ok, on vise la place ou on vise le Mm. plaisir? Enfin, il peut y avoir plusieurs critères. Mm. Très bien. Marine, une dernière question? On a une dernière question de la part d'Antoine pour Paul, un peu plus en dehors de la thématique. Paul, tu as traversé les océans entiers. Quel moment en mer t'a le plus marqué récemment et pourquoi? Euh, beaucoup, c'est sûr. Alors, je pense qu'on est un peu tous pareils. Les moments marquants sont quand même plus les moments où on redécouvre. Enfin, moi, je trouve que les moments marquants, c'est quand on découvre une terre ou quand on passe parce que c'est quand même l'imaginaire, hein, c'est vraiment le terre, quoi, comme dans Explorateur. Ouais. l'explorateur. C'est vraiment ça qui me touche beaucoup. Là, sur le dernier Vendée Globe, j'ai pas vu de terre entre les Sables d'Olonne et l'île des États, donc après le Cap Horn. Donc, plus de 50 jours sans croiser de terre, et c'est quand même assez impressionnant de voir ça. Après, les images que j'ai, moi, c'est des images, sinon, que j'ai adorées, c'est par exemple dans le Pacifique, j'avais jamais navigué très nord ou très sud en fait, avec donc en été austral avec le soleil qui se couche quasiment pas en fait. Et je trouve ça assez génial. Enfin, c'est des lumières des couchers de soleil qui durent 4 heures quasiment et il fait jamais vraiment nuit. Euh, c'est un univers quand même là qui change beaucoup Mm. de ce que j'avais pu vivre avant. Donc, ouais, les océans sont quand même assez différents et ouais, j'aime bien les lumières. Je crois que c'est ça qui change le plus parce que la mer, elle est quand même souvent, elle est pas pareille avec la lumière en fait. Mais la couleur de la mer vient de ce qui se passe plutôt dans le ciel. Donc, c'est aller dans des coins où les jours sont différents, c'est assez impressionnant. Mm. Ok. Très bien, bah on va s'arrêter là, ça vous va? Ouais, très Ouais. bien. Ouais, parfait. Bah, merci Marine, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire donc, sur la gestion du stress. Et puis merci à tous les deux d'avoir accepté Merci à vous. notre Merci invitation. à tout le monde. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous allez pouvoir bien gérer si voilà, vous avez des situations compliquées qui se présentent à vous, notamment en bateau. Donc bonne course Paul pour The Ocean Race Europe. Merci Et beaucoup. puis à très bientôt Au donc dans plaisir, tes on n'est pas locaux loin. à Lorient, Éventuellement. Ouais. Pegasus. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au Salut. revoir.